ces 3 semaines-ci sont là pour préparer, comme on dit, on a beaucoup de conférences dans cette année-ci. On prépare les conférences pour exposer, pour pouvoir faire. Avec cette fête-là, on espère. Avec cette fête, on espère avancer progressivement sur le plan. Donc, on commence. On espère qu'on va faire 1h30 maximum. J'espère que ça va. Dès le midi, on va passer la finir aujourd'hui. On va rentrer. Bon. Ok. On a 2 sujets. Le premier sujet est anthropologique, que je vais définir. Le deuxième sujet est géopolitique. Et le géopolitique, on va passer à la deuxième partie parce que c'est beaucoup plus vaste. On nécessite beaucoup de discussions. Entre autres. Donc, on commence avec le sujet. Le roi monsieur devrait parler d'un sujet important qui concerne paléoanthropologie. Je l'ai annoncé à quelques semaines. On le fait aujourd'hui. Il faut introduire le sujet. Parce que le deuxième dimanche du mois de juin, on aura une conférence sur ce sujet-là. J'introduis les sujets tous les mois, tous les dimanches, pour que ça puisse être facile. Alors, paléoanthropologie, quand je reçois le message, déjà l'année passée, en juillet, je m'explique un peu. Le mois passé, on m'a encore demandé d'entrer plus en détail. On va se comprendre progressivement. Le mot paléoanthropos veut dire, paléos veut dire ancien, anthropos veut plus simplement dire humain ou forme humaine. Et il est important donc que nous puissions en parler calmement, déjà introduire le sujet. Même si la conférence va beaucoup nous aider à nous conformer. Paléos et anthropos. Anthropos, comme ancien, humain ancien. Anthropos veut dire forme humaine. Je définis un peu comme le mot anthropos est un mot grec qui veut dire quelque chose qui a la forme humaine, c'est-à-dire 2 pieds, 2 mains. Parce qu'on oublie que même les chimpanzés, même les mammifères ont des formes humaines. Okay? On va entrer dans ce sujet progressivement. Mais on est d'abord obligé de désintoxiquer notre cerveau. On a même pu avoir les 500 dernières années, ce qu'on a même pu apprendre de notre colonisation qu'on parle tout à l'heure. Alors, nous avons grandi, comme je le dis toujours, dans un contexte chrétien. Nous avons tous grandi dans un contexte chrétien. Et même si on parlera de ça tout à l'heure, le contexte chrétien nous a appris des choses. Et ce qu'on nous a appris, on devrait se poser. On devrait se poser des questions. On devrait se poser des questions sur. On devrait se poser des questions sur des sujets intéressants. Parce que le mot paléoanthropos doit être étudié avec beaucoup d'attention, beaucoup d'attention. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit naturellement avoir un regard plus approfondi. Qu'est-ce que nous avons appris depuis 500 ans? Qu'est-ce que les colons nous ont appris depuis 500 ans? C'est la partie la plus difficile à expliquer parce que ça fait déjà partie de notre colonialisme, notre façon de parler, notre façon de voir les choses. Donc, si tu viens avec un regard différent, ou un regard nouveau, qui n'est pas vraiment nouveau, tu es castigné, tu es jeté, on te jette des pierres. Donc, si votre regard aujourd'hui, que vous connaissez certainement, mais que beaucoup de serviteurs de néo-chrétiens désavouent, on doit entrer dans ces sujets-là avec beaucoup d'énergie. Enlevons donc, faisons d'abord
on faisait d'abord un pilotage. C'est le mal. On peut se comprendre. Qu'est-ce qu'on a appris depuis 500 ans? D'où vient l'homme? Où est apparu le premier homme? Dans quel lieu géographique est apparu le premier homme? Quelle est la texture du premier homme? Voici les questions qu'on ne se pose plus. Parce qu'on nous a appris que la Bible a dit, et si la Bible a dit, c'est acté. Et c'est ça le véritable problème de notre musulman cérébral. Avant, c'est donc ce que la Bible nous a appris. Parce que on ne doit pas finir ce que la Bible nous a appris. Ce que la Bible nous a appris, c'est encore dans notre mouvement collectif. On nous a appris que l'homme est à l'image de Dieu. La première notion qu'on a appris, que l'homme est à l'image de Dieu. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1 qu'il créa l'homme à son image. Il créa la femme et l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. C'est ce qu'on a appris. Même si le contexte judaïque, que j'ai déjà expliqué, il faut expliquer le contexte judaïque, le contexte mésopotamien. Dans le contexte mésopotamien, les dieux ont créé les hommes pour labourer la terre et ont dû tuer le sang des divinités inférieures à travers le sang ou le substance d'amour ou d'amour. Le sang mélangé avec l'argile a créé ce qu'on appelle le premier homme. C'est ce que nous on a appris. Et forcément, quand tu prends la peine de prendre la Bible, tu réalises que dans la création de l'homme, on a pris le sol d'amour. On a pris le sol d'amour, je vais le dire ici. Et on a soufflé dans le d'amour et c'est devenu un effet, c'est devenu un être vivant. Alors, comparativement, c'est identique. Le souffle de vie, parce que l'homme est devenu être vivant. C'est Genèse chapitre 2. Mais le Genèse chapitre 1 est très intéressant de voir la comparaison de ce que nous avons toujours pris comme principe de la création, qui est la ressemblance de l'homme, qui est identique à la ressemblance anthropomorphique des dieux. Parce qu'on a introduit le sujet. Donc, avant qu'on entre dans la paléanthropologie, je vais expliquer ce que c'est une science. Le plus important, c'est d'abord de comprendre ce qu'on nous a appris. Donc, forcément, quand tu vois un homme aujourd'hui, tu vois une femme aujourd'hui, notre lexique, notre façon de communiquer, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. En fait, nous sommes même des enfants de Dieu. Ah, je suis un enfant de Dieu, je suis à l'image de Dieu. Parce que la Bible, depuis près de 500 ans, pour lesquels nous avons été colonisés par la matraque et le couteau et les armes, nous avons appris cela dans notre subconscient. Et toute autre formule de réalité devient fou. Mais la vraie question est, avant qu'on le continue, est-ce que l'homme est à l'image de Dieu? Parce que si l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est un homme. Et dans le Proche-Orient ancien, comme vous le savez, les hommes sont à l'image de Dieu et Dieu est à l'image de l'homme. On continue. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? Qu'il crée le premier homme à travers l'argile. Et il souffle dans ses narines, ou il souffle en lui dans ses narines, et il devient être vivant. Et on parle en langue. On ne fait pas le rapport historique avec les autres peuples qui ont aussi dit la même chose. Mais c'est la réalité. Deuxième étape. On réalise qu'au chapitre 2, il crée l'homme. Mais au chapitre 3, il faut qu'il ait un semblable. Le semblable, il a fallu qu'on endorme l'homme, qu'on arrache les côtes et qu'on crée la femme. On ne comprend pas que cette écriture est ça, c'est pour ça. Si les écritures est prête, qui veut automatiquement réduire la femme au second plan. Parce que la personne qui porte la grossesse, c'est pas l'homme. Ça ne dérange aucune femme quand elle dit ça. Parce qu'on est déjà endoctriné cérébralement. Bien.
La personne qui porte, on sont rentrés les jeunes, les jeunes X, les jeunes X, plus tard, on va aller progressivement. Tu vas aller progressivement pour déconstruire d'abord ce qu'on a appris depuis 500 ans. Qui, entre l'homme et la femme, porte la grossesse aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut accepter que c'est une femme qui a une naissance, que c'est un homme qui a une naissance qu'une femme? Ça ne dérange personne. Qu'on a plutôt couché l'homme, enlevé la côte, et ça a plutôt formé la femme. Ça ne dérange personne. Et les femmes ne se révoltent pas, parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'on nous a instruit. L'homme n'a pas de placenta. L'homme n'a pas de vue. L'homme n'a pas de gène XX. Mais on se retrouve en train d'accepter une ignominie. On continue. Parce que je vais progressivement vous montrer ce que nous avons appris. Mais les personnes qui souffrent à l'hôpital, ce ne sont pas les hommes. Les personnes qui portent pendant 9 mois, ce ne sont pas les hommes. On nous a appris qu'il a fallu que c'est l'homme qui accouche la femme. C'est important que nous disions. Troisième point, qui est très grave, encore, parce qu'il y a 4 points, c'est que le lieu géographique. On nous a appris que là où Adam et Ève a été créé, c'est dans le jardin d'Éden. Ce mythe du jardin d'Éden est tellement inscrit dans notre cerveau, notre mémoire collective, que même les Africains cherchent le jardin d'Éden. Dans notre conférence du mois de juin, ça sera à la recherche du jardin d'Éden. Très intéressant. Le Coran va faire ça, à la recherche du jardin d'Éden. Parce que je pense que les Africains, dans notre mémoire collective, on est toujours en train de chercher Éden. On ne se pose pas la question, c'est quoi Éden? Alors, où se trouve le jardin d'Éden? Je dis pas par interprétation. La réalité est que, entre le fleuve Hiddekel et le fleuve Euphrate, c'est une région géographique que nous appelons aujourd'hui l'Irak. Donc, géographiquement, on nous a appris depuis 500 ans que le premier homme émerge du sol comme Terminator en Irak, dans un endroit aride. Mais on dit qu'il y avait un jardin. C'est pas grave, on continue. Est-ce que c'est le lieu géographique? C'est les 3 points. Les points, il faut les noter. Le côté anthropomorphique à la ressemblance d'un Dieu. Le côté procréation, quand on va aller progressivement à la procréation, et les gènes, c'est-à-dire l'homme qui a une naissance à la femme, ce qui est anormal. Mais Dieu peut tout faire, ok? C'est ça le point. En fait, dès que tu vois que Dieu peut tout faire, tu t'accordes à accepter n'importe quelle connerie. Troisième point, c'est le lieu géographique. On nous apprend entre le fleuve Hiddekel, le fleuve Euphrate, et le fleuve Euphrate, Tigre Euphrate. C'est cette région qu'on appelle l'Irak, la Syrie et l'Irak, entre cette région-là, on appelle ça Mésopotamie, entre deux fleuves. Cette région aride, pour laquelle il fait chaud, on réalise que c'est l'endroit pour lequel est le jardin d'Éden. On ne se pose pas la question sur le facteur toujours comparatif, parce que je mets sur les côtés comparatifs. Excusez-moi, je ne prépare jamais les enseignements. Ça arrive comme ça. Dans le fur et à mesure où je parle, le fur et à mesure des informations fusent. Donc, j'avais 4 points, là, donc, sur le point géographique ici, il faut qu'on puisse noter comparativement à la création des Nouma Elish. C'est aussi les premiers hommes sont créés entre le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre. C'est important de comprendre les de la Nouma Elish. Mais la vraie question qu'on doit se poser, toujours à la fin, comme on a posé la première, la deuxième, la troisième, c'est est-ce que dans ce lieu géographique qu'on appelle l'Irak, est-ce qu'on retrouve, est-ce que c'est là où les premiers hommes ont émergé? C'est une question qu'on doit répondre et qu'on va automatiquement répondre tout au long de notre séjour. Quatrième point, le point qui est dermique ou épidermique, c'est-à-dire on nous a appris encore que le premier homme est mâle ou blanc. Est-ce une réalité ou un formatage cérébral collectif? Parce qu'on nous a appris, quand je vois tous les bouquins, parce que les gens qui sont en Irak, actuellement, ne sont pas des Noirs. Ils sont des gens qui ont la peau malte. Ou les Caucasiens, ou Indo-Européens,
Mais est-ce que c'est la réalité? Et on va dans cette même continuité. On nous a appris qu'à Tour de Babel, il y a comme qui s'est passé à Tour de Babel, là-bas en haut, il a dispersé toutes les races et ils ont commencé à parler différentes langues. Ils ont commencé à se disperser dans les 4 coins du globe. Est-ce une réalité ou un paradigme forgé d'un peuple et que nous avons automatiquement accepté par le choix? Dernier point qui est très important, toujours. Où est-ce que l'on va? Qu'est-ce que l'on sera? Parce que ces points dont j'ai énuméré, que je t'ajoute au cours de notre discussion, c'est ce qu'on nous a appris. Est-ce vrai? Est-ce parce que l'Église nous dit que c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas discuter cela devant un prêtre. Il va te dire, la Bible a dit, c'est la parole de Dieu, elle est immuable, elle est inchangeable, elle est invariable. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et après-demain. Il ne change pas. Mais la réalité devrait être tout autre. Voilà pourquoi il faudrait que le service étudie la paléoanthropologie. Parce qu'il faut qu'on la définisse progressivement et aller mal. Parce que mon devoir n'est pas seulement d'expliquer la paléoanthropologie comme on le voit, mais mon devoir aussi est de comparer et d'enlever dans le cerveau des hommes aujourd'hui ces notions qui sont irrévérencieuses, irrationnelles, incongrues. Parce que si on va le cinquième point, la dispersion, la quatrième point, la dispersion est très importante. Cette dispersion, on ne comprend pas que cette dispersion est très grave. Parce que ceux qui sont descendus vers l'Afrique qu'on appelle les Kamites, ou les Ham, les fils de Ham, on nous a appris que les fils de Ham sont des maudits. Donc, ça tu ne le sais pas, parce que tu ne le sais pas. Les fils de Ham sont sous la tente de Sem. Ils sont des esclaves. Et on ne voit pas que ce petit verset-là a favorisé les battements en sa faveur pour propager les notions d'esclavagisme. Mais ce n'est pas le sujet. On est sur la paléoanthropologie. Bon, ici, on a les notions qu'on nous a appris. 1. Que l'homme est à l'image de Dieu. 1. Que l'homme a été créé à base de l'argile et le souffle. 2. Que c'est l'homme qui a créé la femme. Que c'est l'homme qui a couché la femme. Et quand tu vas dans tous les hôpitaux, c'est les hommes qui accouchent la femme. 3. Le lieu géographique et la texture épidermique. C'est ce qu'on nous a appris. 5. Si je viens mélanger les deux points, la dispersion. Et où est-ce que nous allons? Ce sont ces points pour lesquels on va essayer. Et moi, je fais toujours l'effort. Quand moi je parle de mon petit piédestal 2.0, je m'en suis de mettre les preuves ici. Voilà pourquoi l'autre deuxième dimanche, sûrement, ou troisième dimanche, du mois de juin, on aura cette très belle conférence pour laquelle on va exposer des faits. Et sur ces faits, tu ne forces personne encore parce que le cerveau a une manière de réfléchir. Je vais expliquer un peu ceci. Vous savez, avant qu'on entre dans la paléoanthropologie à sa définition, le vrai problème du cerveau, c'est quoi? Il faut savoir que le cerveau, qui est à 98% d'eau et de neurones, a besoin d'énergie. Notre cerveau, quand il réfléchit beaucoup, elle a besoin de manger. Elle a besoin de boire. Elle a besoin d'énergie, elle est énergivore en fait. Elle consomme beaucoup d'énergie. Donc le cerveau, dans sa mémoire, voudrait absolument toujours économiser l'énergie. Donc dans son système d'économie d'énergie, elle ne voudrait pas que tu réfléchisses beaucoup. Si tu réfléchis beaucoup, tu auras faim. Et dès que tu as faim, il faut que tu manges. Voilà pourquoi le cerveau est très fragile. Parce que parfois on se pose la question, pourquoi je n'ai pas réfléchi? C'est qu'en fait, automatiquement, pour des régions de notre, ce qu'on appelle l'évolution humaine, il a fallu que le cerveau sache s'économiser. Parce que dès que tu réfléchis beaucoup, tu connectes les neurones, ça dégage beaucoup d'énergie et tu as besoin de reprendre beaucoup d'énergie. Donc forcément, si l'homme n'aime pas réfléchir beaucoup, c'est parce qu'il veut économiser son énergie. Alors je demande ici aujourd'hui,
n'économisez pas l'énergie. Après, vous allez manger. Non, parce qu'en fait, la mémoire de l'homme aime économiser l'énergie. Parce qu'en fait, on fait un défi très simple. Un défi cognitif. Ok? On te met à côté une National Geographic qui te parle de l'histoire, des dates, tout le reste. On te met Congo ça à côté. 98% je fais comme ça. Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir comme ça. Mais dès qu'il faut regarder un truc important pour que tu réfléchisses, ton cerveau refuse, pas parce que tu ne veux pas, que ton cerveau va économiser l'énergie. Nous vivons en mode économie d'énergie. C'est important de le dire parce que les gens ne connaissent pas le côté neurologique. Il faut l'expliquer aux gens. Les gens ont peur de le cerveau dans. Voilà pourquoi souvent on se pose la question pourquoi le réflexe d'avoir peur. Le réflexe d'avoir peur, on va voir ça tout à l'heure, on va expliquer progressivement, peut-être par la psychologie, comment on peut évoluer. Le réflexe d'avoir peur, c'est un mode de protection pour nous. Parce que pendant près de plus d'un million d'années, on a habité dans la savane. Et il fallait qu'on ait la réaction de peur si le tigre nous attaque. Parce qu'imagine si on n'a pas de peur ou de stress. Le stress, c'est une réponse métabolique à l'attaque extérieure. Le stress n'est pas mauvais, hein, au sens où on parlera de ça. Le stress est une réaction métabolique à une attaque extérieure. C'est important. On a vécu ça pendant des millions d'années. On se comprend? Et c'est important pour nous parce que la dernière chose, c'est pas tu fuis, non? C'est un réflexe. C'est un réflexe qui est inscrit à nos gènes pour survivre. On le résultat. Donc, la paléoanthropologie est très intéressante. Donc, sur les 5 points qu'on a énumérés sur l'homme à l'image de Dieu, on a énuméré sur l'homme qui donne naissance à la femme, on a énuméré le fait de la région géographique et le côté dermique, épidermique, laquelle peau. Et on n'a même pas touché le sujet pour lequel il faut mettre un bracket. C'est que le premier homme qu'on appelle Adam, qui a vécu pendant près de 1000 ans, la nomenclature périodique de la Bible nous fait comprendre que le premier homme qui a eu naissance à Caïn et Abel, ensuite qui a encore fait maman avec Ève ou Chava, et a donné naissance à Seth. Du premier jour jusqu'à aujourd'hui, on a 5800. Ça veut dire le premier homme commence à marcher en Irak il y a 5874 ans. C'est un facteur très important parce que si on ne met pas la datation, on n'arrive pas à comprendre des paléo qui veut dire homme ou humain ancien. Mais c'est très important. J'aimerais que ceux qui m'écoutent puissent aller faire le calcul. Parce qu'ils nous ont aidés en disant Adam a vécu tel nombre d'années et est mort tel nombre d'années. Et il naquit Seth qui a vécu tel nombre d'années, qui a vécu jusqu'à tel nombre d'années. Il naquit tel. On a vu jusqu'à David. Après, on a vu jusqu'à Jésus même. Parce que nous, dans les idées de Matthieu, vous avez aussi cette nomenclature depuis Adam. Donc, cette nomenclature depuis Adam, c'est le nombre de générations qu'il a pu avoir sur terre. Et c'est ce qu'on nous a appris depuis 500 ans. On va se poser donc, on doit réformer notre capacité cérébrale et à se poser des questions vraies. Donc on y va. Si on est un peu mis les points, on va toujours aller dans les comparaisons. Toujours, excusez-moi, cette introduction doit dépasser 45 minutes. J'ai rien qu'introduit. Cette introduction ne va pas plaire à mes collègues. On ne peut pas plaire à mes collègues. Parce qu'en fait, si tu dis ceci, tu as détruit toute la Genèse. Tu as détruit toute la Genèse. Tu as détruit la création selon Elohim. Tu as détruit la dispersion selon Elohim. Tu as détruit la nomenclature. Tu as détruit les événements, le temps selon Elohim, selon Yahvé. Donc la paléoanthropologie, c'est une étude ou c'est une science, pardon. Excusez-moi, c'est une science qui étudie les hommes ou les humains anciens. C'est une étude, c'est une science, pardon, qui étudie les humains anciens. Paléos veut dire ancien. Anthropos ou anthropos veut dire forme humaine.
Donc la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce qu'avant 5874 ans, est-ce que nous trouvons des humains anciens qui sont sous forme anthropos? Est-ce qu'on retrouve? Parce que c'est important de vous mettre sur parallèle rapidement. L'étude anthropologique est divisée en deux, ou je la subdivise en deux. Il y a l'étude archéologique, c'est-à-dire les facteurs de l'archéologie pour lesquels on trouve des silex, on trouve des ossements. Ces ossements, il faut qu'on les cartographie. Et on se pose la question, dans quelle région du monde est-ce qu'on les retrouve? Parce qu'on est en train de faire des bouches, on entend les détails. C'est-à-dire, quand on parle de l'archéologie, ça veut dire à la recherche des instruments anciens. C'est-à-dire, cette archéologie elle est importante. Avant d'entrer d'abord dans la paléoanthropologie, il faut d'abord mettre l'archéologie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sites dans le monde pour lesquels on retrouve les traces de vie anthropos, de vie humaine? C'est un facteur très important. Le deuxième facteur, c'est là le facteur paléoanthropologique, c'est-à-dire l'ostéographie, l'étude des os. Est-ce qu'on retrouve des ossements humains complets? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve les crânes? C'est important d'avoir les crânes. Est-ce qu'on retrouve les mandibules? Est-ce qu'on retrouve les hanches? Est-ce qu'on retrouve le tibia? Est-ce qu'on retrouve les phalanges? Est-ce que cette étude osseuse peut nous permettre de comprendre qui sont les paléoanthropos, c'est-à-dire qui sont les êtres anciens? C'est une étude très importante. Mais on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour dater les os anciens? Dans les années, quand la paléoanthropologie prend son essor dans les années 1900, et qu'on commence au 18e siècle, on commence à retrouver beaucoup d'ossements dans la région d'Afrique, on va tout à l'heure, dans les régions de l'Asie. C'était très difficile de dater. On se connaît le carbone 14. On a le carbone 14, on a le carbone 13, qui peut nous servir de datation. C'est-à-dire le C3, le C4, mais est-ce que ça avec le temps? S'il vous plaît. J'explique ceci parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un niveau intellectuel élevé. Mais je vais essayer de réduire cela. Ok? Pour savoir que les éléments chimiques ont les isotopes. Ok? Isotope peut tout simplement faire comprendre des éléments chimiques qui ont des codes électrons à la surface différente du noyau. Ok? C'est simple à comprendre. Donc, les éléments isotopiques se décomposent avec un certain temps. Donc, cette décomposition permet de comprendre la datation des eaux, du bois, ou bien de n'importe quel substance qui se trouve au sol. Là, c'est important d'avoir le mettre cela ici, sous cette forme-là. Donc, dans la paléoanthropologie, on étudie donc ces ossements et les instruments pour lesquels ils ont utilisé. Et c'est important qu'on puisse noter ça ici. Parce que dans notre discussion qu'on aura la semaine prochaine, la semaine d'après, parce qu'il faut aller doucement. Parce que c'est ça le problème. Quand moi je suis confronté à certaines personnes qui sont des chrétiens, la seule réaction qu'ils ont, c'est tu mens, tu es un menteur, tu mens, c'est fabriqué. Parce que c'est une dissonance cognitive très forte de voir la réalité sur le terrain par rapport à lui. Est-ce qu'on a des ossements humains qu'on a retrouvés dans les quatre coins du monde? En millions. Est-ce qu'on a des dessins, des écritures rupestres qu'on a retrouvés dans les quatre coins du monde? Beaucoup trop. Est-ce qu'on a des sites pour lesquels, dans les grottes, on a trouvé les hommes qui vivaient? Beaucoup trop. Alors il faut qu'on en parle un peu progressivement pour expliquer quelques lignes à ce que j'ai pu comporter, parce que je voudrais être assez précis dans la discussion d'aujourd'hui. C'est qu'il faut comprendre qu'au cours du développement de l'homme, je ne suis pas là pour parler de comment l'homme est sorti de l'eau. Ce n'est pas le but. Je le ferai peut-être à la conférence. Le but est de voir comment l'homme ancien n'est pas celui qu'on est aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on appelle les hommes anciens? On les appelle les hominidés ou homonymes. Ça veut dire ceux qui se tiennent sur quatre pattes ou ceux qui ont quatre pattes.
On appelle les homonymes, les hominidés. Et tout homonyme ou hominidé ont 4 pattes. Mais la distinction entre différents hominidés se base sur différents points qu'on va énumérer progressivement au cours de notre discussion. On retrouve les ossements qui ont près de 2 500 000 ans qui sont des os erectus. Et quand tu prends la peine de comparer 2 500 000 ans à 5 874 ans, c'est insignifiant. Ça veut dire la Bible a menti sur tous les plans. Deuxième point sur le menti sur tous les plans, je vais toujours le répéter pour que ça n'aide pas tout le monde. C'est que on retrouve les plus vieux ossements des Homo erectus, parce que quand on pense à Homo erectus, je vais définir ce que ça veut dire tout à l'heure. Dans les sites archéologiques africains, de Nairobi et du Kenya jusqu'en Afrique du Sud, on retrouve les plus vieux ossements humains complets. Je dis bien, c'est-à-dire la mâchoire est complète, la boîte crânienne est complète, la hanche est complète, une partie du tibia est complète. Et on oublie que, comme je l'ai dit par rapport à la datation carbone, de la datation des isotopes, on oublie que depuis les années 2000, comme je le postais tout à l'heure, qui s'est posté, on arrive à faire ce qu'on appelle le séquençage mitochondrial. Et le séquençage de l'ADN. Et ce séquençage de l'ADN nous permet d'avoir une avance très très grande sur la compréhension du développement de ce qu'on appelle l'évolution des hommes anciens. Donc, le but de notre discussion aujourd'hui, qui est presque à terme en 15 minutes, c'est déjà d'établir un contact très important pour décongestionner et faire un curettage cérébral de tous nos collègues qui vont prendre encore, comme derrière là, ce même passage et de le prêcher alors que ce ne sont pas les faits sur le terrain. C'est important de le répéter et de le répéter et de se poser les bonnes questions. Si il y a près de 3 millions d'années, il y a plus de 4 millions d'années, il y a plus de 10 millions d'années, l'homme était sur forme. Est-ce qu'il était à l'image de Dieu? C'est la première question à se poser. Commençons un peu. Alors, les premiers hommes qui se développent au niveau, la distinction, parce qu'on parle des distinctions des fibres, des muscles, la distinction cérébrale, la distinction aussi des chromosomes, avec le temps. On commence par ceci. On commence par l'Ardipithecus ramellus. Lui, on le découvre en Afrique à moins 4 millions d'années. Il possède des caractères à la fois humains. Il est bipède, 2 pieds, au sol, mais il est plus arboricole, c'est-à-dire qu'il mange plus de plantes. Et forcément, s'il mange plus de plantes, comment est-ce que sera ça? Ses mandibules. Il aura des mandibules beaucoup plus longs, beaucoup plus larges pour la surface. Et elles seront vraiment robustes. Parce que pour manger des plantes, elles sont dures. Et il faut aussi comprendre qu'il a aussi un système diététique beaucoup plus sophistiqué. Parce que pour naturellement manger des plantes et en tirer des nutriments à l'intérieur, il faut beaucoup d'énergie. Donc forcément, ces individus étaient beaucoup plus petits que nous. Parce qu'elles ont, si tu es plus grand, tu demandes beaucoup plus d'énergie. Lui, tu demandes de l'énergie. Ok? Avec un cerveau de la taille du chimpanzé. Le cerveau est très important parce qu'en fait, ce qui nous différencie des grands singes, c'est notre cerveau. D'abord, on a un cerveau beaucoup plus grand. On parle ça le temps. Je vais vous expliquer à quel point, quand le chimpanzé naît, il naît déjà avec ses capacités cérébrales déjà développées. Alors que nous, on se développe au cours des années, jusqu'à peut-être l'âge de 17-18 ans, ça va le développement. Okay? Même s'il faut toujours continuer à vous corriger. On parlera de ça le monde. Alors, ensuite, maintenant, le 4 millions d'années, à 2 millions d'années, on a ce qu'on a appelé l'Australopithecus. Ce genre a plusieurs espèces bipèdes comme les célèbres Lucie. Je pense qu'on a fait Lucie c'est la dernière fois. L'Australopithecus afarensis, il avait un petit cerveau. C'est qu'un tiers de notre cerveau, notre taille moderne, c'est un petit
petite tête. Donc forcément, le côté crânien joue un rôle important pour voir comment ils sont développés sur cette âge aussi. Donc est-ce que l'Australopithecus était à l'image de Dieu, je ne sais pas. Avec une mâchoire bruyante et fort arcade. Il faut comprendre qu'il fallait mâcher sévèrement. Ici, on n'est pas encore dans la viande. On n'est pas encore dans le management de viande en fait. Parce que dès que tu commences à manger la viande, dès que tu commences à faire les aliments, le cerveau va dire progressivement. On va faire le temps. Mais j'introduis juste. Ensuite, maintenant, on a le fait qu'on commence à grimper sur les arbres, descendre des arbres, manger des fruits qui ont plus de vitamine C, plus de protéines. Ça commence à nous développer cette attitude. Naturellement, on va, parce que vous connaissez le roi Abilis. Abilis, ça dit qu'il a appris cette forme humaine commence à avoir l'habilité. Mais ici, c'est vraiment une marque de transition, surtout au niveau du cerveau. Le Abilis commence à devenir un peu plus intelligent. Il est plus intelligent que ses prédécesseurs. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est ici qu'on commence à voir les premiers silex taillés. On commence à tailler les pierres. C'est important de voir que quand on fait donc l'archéologie, on retrouve beaucoup de silex que les taillés, ok, et qui datent de près de 1 500 000. C'est important. Je vais exposer. Moi, ce que je ferai dans notre conférence, c'est que je vais exposer les ossements et les silex qu'on a trouvés. Ça, c'est important qu'on l'expose parce que les chrétiens ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils vont se dans les films. Ah, c'est des fictions. Il faut qu'on remette ça sur la table. Le roi Abilis, c'est très intéressant. Mais il est quand même très très court, toujours pour la conservation de l'énergie. Parce que nous sommes des consommateurs d'énergie. Il faut savoir que le fait qu'on marche, on consomme beaucoup d'énergie. Le fait qu'on ne fume pas. J'ai envie de le ça là. Ok? Donc, dû au côté climatique, parce qu'on faisait tout à l'heure, le petit déjeuner, dû au côté climatique, les réchauffements climatiques, ils font en sorte qu'il y a moins de savane, il y a plus de plaines, il y a moins d'arbres dans certaines régions, parce qu'il fait chaud. Développe à partir d'1,8 million années, jusqu'à il y a 100 000 ans, ou 200 000 ans, celui qu'on appelle l'Homo erectus. Et en fait, c'est cet homo, cet être anthropomorphe qui commence à se redresser progressivement. Il commence à avoir la colonne vertébrale redressée progressivement. Et il commence à être ce qu'on appelle véritablement un chasseur-cueilleur. Progressivement. Et ici donc, la taille du cerveau grandit encore. Il est Homo habilis, il est très fort, mais il doit vivre sur la savane. Okay? Au lieu d'espèce olivier, avoir des proportions corporelles plus proches de celles de nous aujourd'hui. Des jambes plus longues, indiquant l'adaptation à la marche et à la course. On se pose la question. Est-ce qu'un homme, est-ce que Usain Bolt, qui fait 9 secondes 98 au 100 mètres, est-ce qu'il peut courir tout dans le chien du quartier? Non. Le chien du quartier ne t'a pas le retour. Ok? Parce que ça veut dire, malgré tout, malgré notre rapidité, nous ne sommes pas plus rapides que les animaux qui sont quadrupèdes. Parce que les quadrupèdes ont 4 jambes qui propulsent l'énergie au sol et ils vont plus vite que nous. Okay? Donc l'homo est important. Ensuite, il y a 300 000 ans, il y a ce qu'on appelle l'homo sapiens. Ici, maintenant, le cerveau est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus intelligent, il s'est déjà construit des choses. Là, on est à peu près 300 000 ans. Il a une taille à peu près moyenne de 2,50 m 60. Il se distingue des grands singes. On va distinguer les grands singes de la prochaine fois. Aujourd'hui. Après, on a l'homo sapiens sapiens, qui est ce qui est très très proche de nous. Et cet homme parvient à distinguer, construire, développer et être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors cette évolution au cours des 5 millions dernières années est importante pour qu'on puisse mettre donc à la connaissance de tout le service des serviteurs ce développement que l'homme a bien pu avoir aujourd'hui et où est-ce que cet homme ira. C'est important de dire. Dans notre discussion qu'on a eue, et j'ai encore peut-être 5 minutes avant de clôturer, d'autres introductions, c'est qu'on devrait en quelques minutes expliquer comment est-ce que les premiers hommes ou les paléoanthropos, depuis Homo australopithecus
Abélis ont pu migrer ou peupler le monde. De quel lieu géographique sont-ils sortis pour peupler le monde? C'est la réalité qu'on va essayer d'expliquer. Quelle était la capacité nutritionnelle? Quelle était la capacité d'adaptation? Tous ces facteurs, on doit les mettre sur la table et exposer ces facteurs. Je suis désolé de le dire, le problème sur la conférence que je ferai, c'est que ce n'est pas assez. Tu dois faire une conférence sur l'évolution ou le développement de l'homme ou de l'être humain en 1h30. Tu ne peux pas. À part si tu montres les clichés. Mais tu ne peux pas parce qu'il faut expliquer comment l'homme s'est développé. Je vais faire ça quelques minutes. La chose la plus importante ici, sur les aspects nutritionnels, qu'est-ce qu'il a mangé, l'aspect environnemental, dans quelles conditions environnementales il était, et l'aspect de sa dispersion. Parce qu'on nous a appris que la dispersion c'était à Babel. Il faut qu'on casse ce mythe. Ok? Et on dise aux hommes et aux femmes que c'est faux. Yahweh a menti, Elohim a menti. Les premiers hommes sortent de l'Afrique de l'Est. Yahweh a menti, Elohim a menti. On retrouve les premiers ossements qui ont près du pas de l'Homo erectus. Parce que si tu parles de l'Australopithèque ou bien tous les autres formes homonymes, elles trouvent toutes, l'idée toutes, avec S à la fin, leur origine de l'Afrique. Donc le problème ici, c'est comment est-ce qu'il faut expliquer cela aux chrétiens qui ont toujours appris depuis 500 ans que le premier homme a marché à l'Irak. Dans tous les ossements humains, des formes homonymes ou les hominidés, jusqu'aux Homo erectus, jusqu'aux sapiens sapiens, jusqu'à nous aujourd'hui, nous avons marché à l'Afrique. Donc, comment est-ce qu'il faut le dire aux gens? Et un humain va te sortir que c'est faux. C'est les blancs qui ont fabriqué les ossements là pour montrer que la Bible est fausse. Ou bien pour les plus intelligents, les plus stupides, c'est qu'il y a une vie avant Adam. Il faut qu'on déconstruise ce mythe. Ça, c'est la mythomanie dans notre cerveau. Parce qu'on retrouve tous les ossements jusqu'au Tchad. Et le Tchad, la Tchad, à la bordure de la Tchad, on retrouve encore les homonymes qui ont des millions d'années. On retrouve les ossements des homonymes qui ont des millions d'années. On retrouve les silex qui ont des millions d'années. On retrouve les mandibules qui ont des millions d'années. Qu'est-ce qu'on fait de ces ossements? On dit, mais comment savoir que ce sont nous? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, on est plus à 100 ans. On a ce qu'on appelle la technique d'observer l'ADN. Et ce n'est pas un débat par rapport à notre religion, la distinction entre nous et les grands singes. Nous ne verrons pas les singes. On a seulement un parent. Comment? La distinction qui se fait entre nous et eux, c'est notre cerveau et nos os et notre destin. Parce que l'homme a une destination, l'homme est un constructeur, mais l'homme aussi est un consommateur. Parce que la seule personne qui détruit l'écosystème pour lequel il a été créé là, c'est l'homme. Parce qu'on crée des niches. Voilà, c'est une niche. Mais que tout le monde s'agglutine à côté de l'autre. C'est une niche, on parlera de ça avec le temps, on va le progressivement. Mais si on reprend en arrière, on trouve que les premiers mouvements qu'on voit sur Terre, parce qu'on va dire, mais comment tu sais? Chaque fois qu'il y a un volcan et que le volcan s'arrête, par exemple, qu'est-ce qui se passe? On voit les laves qui se solidifient. Et quand on passe sur les laves, il laisse les pas. On retrouve dans les pas. Je vais vous montrer les pas. Et on compare dans les pas, les pieds, avec les pieds humains aujourd'hui. C'est facile de montrer comment on a pu traverser ces régions. Maintenant, mais comment est-ce qu'on va donc nous faire comprendre que c'est à Babel qui ont été dispersés? Et comment est-ce qu'on va vouloir trouver une raison de nous vous mentir que c'est à Babel que ça a commencé? Il a fallu que Dieu voit la tour grandir et la disperser. C'est ça qu'on nous fait disperser. Comment est-ce qu'on peut encore accepter une chose aussi fausse? Mais dès que tu dis ça, tu deviens un contre 100 000.
Et forcément, comme toi tu fais dans les 100 000, gloire à Dieu. Dans la première dispersion qui vient commencer en Afrique, elle passe par 2 transits. Le transit de Suez, c'est ce qu'on appelle l'hydrologie, pour aller en Arabie. Ce qui ouvre le continent asiatique. Voilà pourquoi on trouve les plus vieux ossements après l'Afrique en Asie. C'est important de parler de ça à un moment donné. Ensuite, ils viennent peupler l'Europe. Ensuite, quand ils passent par le détroit de Gibraltar, ils entrent aux Amériques. Là, comment ça s'est passé? Parce qu'on retrouve ces sites-là qui ont plein d'informations que la Bible n'a pas dit. C'est important, l'introduction. La prochaine, on va aller dans le côté nutrition. Et naturellement, si on est en Afrique, on a se posé la question, toujours sur les 4-5 fois qu'on a énuméré tout à l'heure, c'est quelle était la texture épidermique des premiers hommes? C'est la question qu'on avait, même si les premiers hommes étaient très venus pour les raisons du climat, et que progressivement, pour les raisons du réchauffement, il a fallu qu'on perde beaucoup de l'eau poêle, et pour les raisons de transpiration, parce que c'est important de parler de la transpiration. Si tu fais ton chien, où est-ce qu'il transpire? Mais nous, on ne pouvait pas transpirer. Donc il a fallu qu'on évolue et qu'on perde beaucoup plus de poils et que nos ponts s'ouvrent. C'est important de parler de ce côté-là, on va parler de ça progressivement. On va parler du programme de Potamus. Moi, il y a une série de régulations pour le temps. Alors ici, c'est important de voir que quand nous sortons donc par ces différentes voies, on peuple le monde. La question centrale qui va toujours dans cette forme-là, c'est qu'en fait, chaque fois que je le dis ici, je fais une comparaison rapide. Pour vous dire, pour leur dire, si on sort l'Afrique, et que tout le monde sait qu'on sort l'Afrique, et que tout le monde sait qu'on sort l'Afrique, et que tous les paléanthropologues, les archéologues savent qu'on sort l'Afrique, pourquoi est-ce que la Bible nous dit le contraire? Et si on sort l'Afrique, ça veut dire que la civilisation a commencé ailleurs. C'est bizarre en fait, qu'on veut toujours rester bloqué. Mais on est sur le côté épidémique, on est sur le côté d'herbe, la peau. Quelle est la peau? La première peau. Si le climat est chaud, qu'est-ce qui favorise? Quelle est la peau qui est favorable? C'est la peau qui est sombre. Donc automatiquement, la sécrétion de ce qu'on appelle la mélanine. Donc cette mélanine est très importante pour comprendre comment on avait pu évoluer, pour se développer. Donc le premier homme ne peut pas sortir d'Irak. Le premier homme ne peut pas être blanc. Donc ça démontre encore que les textes sont incongrus. Mais qui veut écouter ça? C'est impossible quand même de parler dans ce pays-ci-là. Et on se dit, oh, laissons-le, il barade juste. Ça date de business. Si le premier homme est noir, ou a la texture sombre à cause du climat, parce qu'il faut dire, parce que le temps va distinguer d'autres petites choses par rapport à la taille, par rapport à la corpulence des bras, par rapport à tout ce qui entoure cette homonyme-là, cet être qui est notre représentant aujourd'hui. Si on était noir, comment est-ce qu'ils sont, les gens sont devenus blancs? Parce que n'oublions pas que cette histoire de race nous a beaucoup dérangé. Les 500 dernières années, si on a été dérangés parce qu'on a traité le noir. Et nous, on comprend la même Bible qui nous traite de noir, qui nous traite de singe, qui nous traite de race d'esclaves. On y envoie ça tous les dimanches. Et on nous dit que c'est la grâce de Dieu de nous avoir rendu esclaves des esclaves. On dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas. J'ai une très bonne avec une dame. J'ai une autre discussion que j'ai avec une dame avant-hier. C'est une très bonne chrétienne. Et je pense que je vais découvrir. Donc, si le premier homme est noir, et on sort de là, il faut qu'on se pose la question, quand est-ce que le blanc est devenu blanc? C'est important quand même de se poser la question. Parce que quand on prend peut-être l'Australopithèque, qu'on appelle Lucie, quand on essaie de voir, de vérifier son ADN mitochondrial, on voit qu'elle est noire. Les premiers habitants de l'eau sont noirs. Ont toujours été noirs. Ce qui a commencé à développer une capacité mélanique, c'est-à-dire réduire la capacité mélanienne, c'est le climat. Il fait froid. C'est tout.
Voilà comment le blanc est devenu noir. Voilà comment le xanthodème en Asie est devenu un peu plus jaune ou jaunâtre. Sauf que ça ici. C'est les mutations génétiques qu'on va faire, on va préparer ça avec le temps. Mais il faut qu'on regarde dans ça, non faussement, sauf un petit résumé. Si l'homme est à l'image de Dieu, est-ce que Dieu est à l'image de notre architecte? C'est une première question. Deux, si l'homme est créé dans la région de l'Iran, pourquoi on retrouve des ossements en Afrique? Trois, si l'homme est supposé être blanc, pourquoi on trouve les ADN qui est noir? Ce sont les questions qu'il faut qu'on se pose. 4. Si la dispersion a commencé en Afrique, pourquoi ça a commencé à Babylone? Ce sont les questions qu'il faut qu'on se pose. Et dès qu'on trouve la réponse, le cerveau bug. Parce que tu regardes M. Yves, tu regardes l'archéologie, la paléanthropologie, tu regardes la Bible, tu te rappelles ta grand-mère qui a dit, il a dit, battez soi, hein, c'est la parole de Dieu. Non, ma grand-mère a dit. Grand-mère, non, j'ai combien ma grand-mère a dit. Ta grand-mère t'a menti. Ta grand-mère ne connaissait rien. Et c'est ça le côté cognitif. En fait, la réalité de notre introduction ici est de détruire ces fondements qui pourrissent le cerveau de l'humain. Détruire de l'humain, pas seulement. Parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne que le noir et le blanc ne sont pas différents. Pour ceux qui sont plus clairs, pour ceux qui sont plus noirs, ils ne sont pas différents. C'est les conditions internes, les conditions externes qui vont faire qu'on se développe différemment. C'est ce qu'on appelle les gènes. Cette adaptation est très importante comme tu le dis. Et cela, cette adaptation prend des milliers d'années. Parce que beaucoup ont dit, ah, si donc l'homme a évolué, pourquoi l'homme n'évolue plus toujours? Ils ne comprennent pas que c'est ça. C'est toujours la rhétorique de des gens très très stupides. Le développement épidermique commence d'abord par le développement des gènes. Et les gènes, pour se muter, ça prend des centaines de milliers d'années. Et ça prend trop de temps. Il faut déjà que la température externe, le monde de nutriments change drastiquement et que progressivement, au cours de ce changement, ça apporte un changement au cours de ton être. Okay? Ça prend le temps. C'est important de savoir que ce que nous sommes aujourd'hui, il y a 100 ans, on n'était pas comme ça. Je vais vous montrer avec les petits preuves. Donc il faut qu'on puisse en parler et sortir de ce mensonge collectif. Parce que les historiens, eux, le savent. Les archéologues le savent. Mais les enfants de Dieu ne le savent pas. C'est ça le problème. Et dès que tu vas dire ça, oh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au service, on a pris ça, on a pris ça, on a pris ça. Oh, ils vous mentent. La Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Et forcément, s'ils sont 10, tu es seul. Tu prends tes deux archéologies, tu jettes. Tu prends 100 ignorants qui te convainquent d'une réalité historique. Donc c'est ça la paléanthropologie. C'est cette étude des êtres anciens qui peuvent nous permettre de comprendre là où on va. Donc j'ai fini pour notre première partie qui va nous introduire sur comment est-ce que l'homme, la semaine prochaine, en quelques minutes, comment est-ce que l'homme est devenu l'homme d'aujourd'hui? Quels sont les facteurs externes et internes qui ont pu lui permettre d'atteindre ces sphères? Je prendrai les questions s'il y a à la fin pour que nous puissions être édifiés. Hein? Parce que moi j'ai très mal de voir à quel point mes collègues se prennent en compte ces passages où le prêche sans poser la question sur l'origine. On dit sur l'origine.